Bonjour à tous, bienvenue. Merci de venir sur ce panel donc, qui est devenir rentable sans lever de fonds grâce à l'excellence opérationnelle. Du coup, je suis Richard Samier, je suis lead data et opération chez France Digital. Juste un petit peu sur France Digital, du coup, on est la plus grosse asso de start-up et de VC en Europe. On a pour but de créer des champions pour la planète et pour l'homme. Donc on est vraiment, l'idée c'est de créer ces champions-là et de créer donc des start-up, des champions. Mais bon, on ne va pas parler de moi, c'est pas le but. Le but, c'est justement donc, qu'on découvre un petit peu le parcours de Sévan Marian, qui est le cofondateur de Fleet. Donc salut Sévan. Salut. On va peut-être un petit peu parler de ton parcours avant de parler de Fleet. Du coup, si tu veux bien nous en parler un petit peu. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce. J'ai fait des stages en conseil, en finance, dans lesquels je ne me suis pas trop épanoui. Moi, j'aime beaucoup l'opérationnel, l'action, le terrain. Du coup, quand j'ai fini mon école, je suis allé travailler pour Jumia, qui est un peu le Amazon africain. Donc j'ai développé Jumia en Afrique du Nord, et en particulier au Maroc. J'ai lancé aussi Tunisie, Algérie, mais après je me suis reconcentré sur le Maroc. À l'époque, c'était en 2012-2013. Jumia, ça faisait partie d'un groupe qui s'appelle Rocket Internet, qui était un peu le groupe référence dans l'entrepreneuriat en Europe. Ils avaient créé l'équivalent de Groupon, eBay en Europe. Donc c'était vraiment une référence et c'était un peu l'école de l'entrepreneuriat. Donc moi, je me suis beaucoup épanoui chez eux. Ça m'a confirmé dans mon envie d'entreprendre. Ça m'a aussi fait démystifier le... Enfin, c'est évidemment difficile de monter une boîte, mais voilà, cette expérience m'a rassuré sur le fait que c'était pas quelque chose d'impossible, quoi. C'était tout à fait réalisable. C'est aussi là d'ailleurs que j'ai rencontré mon associé Alexandre. On est deux cofondateurs chez Fleet. Donc c'est vrai que le réseau aussi est très important, rencontrer les bonnes personnes, s'associer aux bonnes personnes, c'est fondamental. Donc c'est vraiment cette expérience chez Jumia qui a un petit peu changé ma vie. Après, je suis rentré en France, j'ai pris la direction d'une start-up étrangère. Et en fait, après, avec Alexandre, on a monté une boîte. Mais on savait qu'on voulait monter quelque chose depuis un moment. On voulait juste aguerrir nos expériences. Et donc, on a eu l'idée de Fleet il y a 4 ans. Donc, peut-être juste pour dire ce que fait Fleet. Donc, Fleet, on est un service de location d'ordinateurs pour les entreprises. En fait, notre mission, c'est de simplifier l'acquisition, la gestion et le renouvellement du matériel IT pour les boîtes. On a eu l'idée, en fait, ça vient de nos propres expériences en tant que dirigeants de PME, donc start-up à l'époque étrangère en France. On était tous les deux dirigeants de start-up étrangères en France. On a été confronté à des énormes problèmes dans la gestion du matériel informatique quand tu n'as pas d'équipe IT en interne. Déjà, les ordinateurs coûtent cher. Dès qu'il y a un problème, tu ne sais pas à qui t'adresser. Souvent, les ordinateurs qui ne fonctionnent pas ou en fin de vie, tu les laisses dans des placards. Donc nous, on avait vu des cimetières de placards, d'ordinateurs dans les entreprises, une grosse perte même en termes environnementaux de voir ça. Donc on s'est dit, on va monter un service donc à la fois de location qui permet d'alléger la trésorerie, donc de payer un frais mensuel, 50 € par mois pour avoir par exemple un MacBook Pro, avec une garantie incluse, donc s'il y a le moindre souci, tout est pris en charge, et une plateforme qui permet d'organiser sa flotte, d'assigner les ordinateurs aux utilisateurs et d'améliorer l'expérience des employés dans leur onboarding et dans la gestion de leur matériel, leur outil numéro 1 qui est l'ordinateur. Et récemment, du coup, on a shifté vers un modèle encore plus global de gestion de l'équipement des entreprises, l'équipement des salariés. Et donc, on fait aussi du mobilier, notamment dans un monde de télétravail, c'est devenu assez clé. Donc, on propose des chaises, des tables, des bureaux, etc. Trop bien, merci pour ce résumé. Et du coup, on est dans un lieu totem un petit peu de Lyon, et puis même, c'est un peu d'actualité. Est-ce que c'est quoi l'impact du coup de Fleet au quotidien? C'est cet impact un petit peu, voir un peu. Ouais, non, nous on a. Non, je pense que nous on est vraiment sur des tendances
la nouvelle façon de travailler en fait très hybride maintenant des entreprises et des employés. Donc on propose un service qui est un peu sur cette tendance de hybrid work. Donc on permet aux collaborateurs d'avoir une expérience qui est aussi qualitative qu'au bureau en termes de matériel et en termes de gestion de services, alors qu'ils travaillent partout en Europe maintenant. Toutes les nouvelles... Enfin, notre clientèle, c'est quand même pas mal des boîtes tech, des scale-up, et vraiment le modèle du travail hybride est de plus en plus fréquent. Et après, on a aussi un impact environnemental parce que du coup, on permet de gérer les cycles du matériel, donc de recycler le matériel en fin de vie. On en fait don aussi à des écoles, associations. On travaille d'ailleurs avec France Digital sur une opération avec Emmaüs Connect qui s'appelle Balance pas ton PC, où on donne le matériel à des écoles dans le besoin. Donc voilà, on essaye d'avoir un impact à notre échelle, évidemment. Mais on propose aux entreprises d'avoir une politique plus responsable, de manière relativement simple, voilà, en ce qui concerne la gestion du matériel. Trop bien, très clair. Et on va parler un petit peu du premier sujet, donc sur le fait de ne pas lever de fonds et de s'autofinancer. Vous êtes un peu à contre-courant aujourd'hui, parce qu'on a un peu l'image des startups qui lèvent des fonds dès le départ. Pourquoi avoir voulu fonctionner de cette façon-là ? Ouais, alors, je pense que jusqu'à 6 mois, on était pas mal à contre-courant. Et depuis que l'accès au financement est plus compliqué, il y a un retour en force des réflexions autour de comment je peux avoir un business model plus sain, plus rentable, etc. Nous, ce n'était pas une volonté. On n'a pas lancé Fleet en se disant on ne va pas lever de fonds, quoi. On pensait d'ailleurs lever des fonds au début. En fait, au bout de 6 mois, au moment de... On était pas mal contacté d'ailleurs par des fonds. Au moment de réfléchir à est-ce qu'on va lever des fonds, on s'est posé et on s'est rendu compte que on n'avait pas vraiment besoin. On avait un business, un modèle économique qui ne nécessitait pas forcément de lever des fonds. Donc je pense que, enfin je ne sais pas s'il y a des gens ici qui réfléchissent, est-ce que je dois lever des fonds, est-ce que je ne dois pas lever de fonds. Je pense que c'est multifactoriel, il n'y a pas de bonne... Dans l'absolu, il n'y a pas de bonne façon de faire. Il y a des situations où il faut lever, des situations où ça ne crée pas beaucoup de valeur de lever. Je pense que déjà, il faut pas mal regarder son modèle économique. Donc, en fait, il y a plusieurs typologies d'entreprises. Donc, le modèle financier, on va dire. Il y a des entreprises qui sont pas rentables. Donc à la fin de l'année, elles perdent de l'argent, mais qui ont ce qu'on appelle le cash flow positif, c'est-à-dire qu'elles ont leur rentrée d'argent arrive avant leur sortie d'argent. Je ne sais pas si les gens qui ont fait des cours de compta, mais ce qu'on appelle un peu BFR négatif. Donc, par exemple, Amazon, pendant 15 ans, ils n'étaient pas rentables, mais ils étaient cash flow positifs, parce qu'en fait, ils récupéraient l'argent de leurs clients avant de payer leurs fournisseurs. Et donc, du coup, cette avance de trésorerie permanente leur permettait de financer leur croissance. Il y a des entreprises qui sont rentables, mais qui sont cash flow négatifs. Je ne sais pas si on prend n'importe quelle entreprise industrielle qui doit investir beaucoup dans l'achat de machines pour produire les produits, etc. In fine, peut-être que comptablement, elle va finir rentable parce qu'elle vendra son produit plus cher qu'elle l'a produit, mais elle doit immobiliser beaucoup de fonds de base pour investir. Et puis, il y a les entreprises qui sont à la fois rentables et cash flow positifs. Et ça, c'est notre cas, par exemple, chez Fleet. Alors ça, c'est des situations assez exceptionnelles financièrement, où du coup, vraiment, vous pouvez financer votre croissance sans avoir besoin de faire appel à des fonds. Donc nous, pourquoi on est rentable et cash flow positif ? Parce que donc déjà, on opère en zéro stock. Donc nous, on livre du matériel, mais on n'achète pas nos ordinateurs à l'avance. On travaille en flux tendu avec un réseau de fournisseurs. Donc on livre nos clients avant même d'avoir payé nos fournisseurs, parce qu'on a des accords de paiement à 30 jours auprès de nos fournisseurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'est forcé à faire tout le temps. Et on a beaucoup été tenté parfois de se dire là, il y a des problèmes d'approvisionnement sur les ordis, sur les semi-conducteurs. Il y a eu beaucoup de problèmes en 2020-2021 sur ça avec le Covid. On était vachement tenté de se dire ok, on va acheter des stocks d'ordis à l'avance, comme ça on livrera nos clients plus vite. Mais en fait, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment rester solide sur ses appuis tout le temps, quoi. C'est des choses sur lesquelles il ne faut pas déroger. Donc ça, c'est le premier point, c'est pas de stock. Et le deuxième point, c'est
c'est qu'on fait refinancer nos contrats, qui sont des contrats avec engagement, par des banques. Donc on touche la valeur du contrat, plutôt que de toucher l'argent tous les mois et de récupérer notre marge à la fin du contrat de location parce qu'on a fini par toucher suffisamment d'argent. On revend le contrat immédiatement à des banques qui nous permettent, donc pour le client c'est pareil, et pour nous ça nous permet de toucher l'argent tout de suite. Donc ça, voilà, ça c'est aussi comment vous avez designé votre modèle financier, et c'est vrai que du coup, s'il y a une volonté, par exemple, de rester indépendant, de ne pas lever de fonds, il faut s'attacher à avoir des modèles financiers qui sont, à minima, je pense, cash flow positif et assez rapidement rentables. Ça, c'est assez fondamental. Donc voilà, nous, on s'est posé, on s'est dit, OK, financièrement, on n'a pas trop de besoins, donc pourquoi on ferait rentrer un fonds? Ça n'a pas trop de sens. Et le deuxième point, je pense qu'il faut regarder, c'est sa situation, son marché, sa concurrence. Il y a pas mal d'entreprises qui décident de lever des fonds parce qu'elles veulent aller plus vite que les compétiteurs. Donc dans des environnements très concurrentiels où il y a des compétiteurs qui vont vite, mais c'est un peu des batailles de levée de fonds et c'est celui qui va prendre les plus grosses parts de marché. Donc on l'a vu avec plein de secteurs, notamment je sais pas, la livraison de repas à domicile ou des choses comme ça, où il y a plein d'entreprises qui se développent très vite. Donc nous, pareil, quand on a lancé Fleet, on a fait un exercice, donc un framework qui a été inventé il y a quelques années qui s'appelle l'océan bleu. En fait, il y a deux types de marchés. Il y a des marchés océan rouge où tout le monde se bat, donc tout le monde ça saigne beaucoup, donc c'est un océan rouge, quoi. Et du coup, les prix baissent, les marges sont très faibles, les coûts d'acquisition marketing sont très élevés parce que il y a beaucoup de compétition. Et il y a les marchés océan bleu où là, vous avez trouvé un avantage concurrentiel, vous avez trouvé une niche, vous avez trouvé quelque chose qui fait que vous êtes peut-être pas seul sur votre marché, mais vous avez quelque chose en plus, quoi, qui fait que vous êtes moins soumis à la concurrence. Donc ça, avant de lancer Fleet, on a fait cet exercice Océan Bleu. Donc tout le monde peut trouver le framework sur Internet, mais il suffit, en fait, c'est une matrice où vous allez vous positionner sur différents aspects de votre produit par rapport à la compétition. Est-ce que vous êtes moins cher? Est-ce que votre produit il est plus qualitatif? Est-ce que vous avez des avantages en termes technologiques ou quoi que ce soit? Et donc nous, on a vu en fait une zone. Donc nous, on est sur la location, le leasing. C'est un vieux marché, assez traditionnel. Il n'y avait aucune technologie. Tu pouvais pas commander en ligne. Il fallait avoir des commerciaux au téléphone, signer des contrats papier. Il n'y avait pas de transparence, etc. Donc on a vu toute une zone de la matrice où on s'est dit que si on se positionnait là, on allait avoir un avantage compétitif assez important. On allait être dans une sorte de petit océan bleu. Donc du coup, on a vraiment la première, la vision à 1 an, c'était vraiment d'arriver à créer un produit qui soit différencié sur ce point-là et qui nous permette aussi de ne pas être dans la compétition au niveau des prix et de faire des marges suffisamment bonnes pour justement être rentable. Donc le mix modèle financier vertueux et marché intéressant, Océan Bleu, nous a permis vraiment de ne pas lever de fonds et d'avoir franchement aujourd'hui on fait plus de 10 millions de revenus annuels au bout de 4 ans, donc on a eu une croissance de start-up, mais sans lever de fonds. Ok, super intéressant. Du coup, tu as embrayé sur parfait, ma prochaine question qui est sur l'excellence opérationnelle. Donc, on sait que l'expérience opérationnelle, c'est une vraie expertise chez Fleet. Et du coup, je te propose qu'on aborde différents leviers que vous avez sur ce sujet. D'abord, la première, c'est autour de la culture au niveau de Fleet et du coup, cette culture opérationnelle. Donc, comment elle a émergé? Comment tu la mets en place aussi, toi, en tant que CEO? Ouais, complètement. Donc, du coup, c'est vrai que nous, on n'a pas levé de fonds, on a une culture assez frugale et assez bon père de famille dans un écosystème où il y avait quand même, surtout il y a encore 1 an, beaucoup d'argent et beaucoup d'excitation, des salaires mirobolants, des avantages partout, enfin de l'argent dépensé. Donc c'est pas facile parce que il faut arriver à attirer les talents alors qu'on n'a pas forcément la même notoriété qu'une entreprise qui a levé. Il faut arriver aussi à proposer une culture un peu différente, mais dans laquelle les employés trouvent leur compte, qui n'est pas forcément la culture de l'argent qui coule à flot, mais une culture de gestion plus de PME en bon père de famille. Donc ça n'a pas été facile, d'abord de se faire connaître, et ensuite, le quotidien, c'est de garder cette culture où on est frugal, quoi. Enfin, on essaye vraiment d'être efficient dans ce qu'on fait. C'est vraiment la culture de l'efficience.
Donc ça veut dire par exemple que quand on se sent débordé par le quotidien opérationnellement, le premier réflexe c'est pas du tout de se dire on va recruter quelqu'un en plus, mais c'est de se dire est-ce qu'on a poussé l'efficacité des équipes, l'automatisation, l'efficacité des process au maximum, qui fait que vraiment ça a du sens de recruter. Ouais, c'est que des choses comme ça. Nous, ce qui nous a aidé, c'est que déjà, on est resté 2 pendant 1 an, moi et mon associé, et donc on a tout fait nous-mêmes. Enfin, moi, je faisais tout le cycle de vente, la gestion opérationnelle moi-même, donc ça nous a permis vraiment de développer des process qui permettent de gérer beaucoup de choses seuls, et puis de le vivre aussi nous, donc d'être légitimes aussi à le demander aux gens. Je me souviens que les deux premiers employés qu'on a recrutés, c'est donc en tech, VP produit et VP engineering. C'était quelques semaines avant le premier confinement, quoi. Donc on a recruté nos 2 premiers CDI vraiment début 2020. En plus des gens plutôt, très bien payés parce qu'ils avaient beaucoup d'expérience. C'était eux qui allaient construire toute notre technologie. Et quelques semaines plus tard, premier confinement, arrêt total de l'activité. On s'est dit, on va peut-être mettre la clé sous la porte. Là. Voilà, finalement, ça a été plutôt une période riche. On a pu construire la plateforme sans être pris par l'opérationnel. Voilà, mais non, je pense que la culture d'entreprise, c'est vraiment hyper important. Hyper important. Ça peut paraître un peu bullshit quand on dit ça, mais je pense qu'il y a vraiment à aller à l'image des fondateurs et aller à l'image de ce que vous voulez construire. Et vous n'avez pas du tout la même culture quand vous êtes une boîte en autofinancement que quand vous êtes une boîte qui lève des fonds. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture. Hein. C'est vraiment juste des situations, des stratégies. Et c'est vraiment mettre les équipes dans la direction de ce que vous voulez qu'elles aillent. Pardon, là, c'est pas très français ce que je dis, mais voilà. Vous avez compris, je pense. Je pense que les gens ont l'idée. Ouais. et du coup, toujours dans cette dynamique de sans lever de fonds, vous êtes quand même dans une posture d'hypercroissance. Donc comment vous la gérez, cette hypercroissance, sans avoir cette levée de fonds, etc. Parce que c'est quand même assez atypique. Ouais, c'est complètement. Pareil, c'est pas du tout la même approche. Donc, les boîtes qui lèvent des fonds, elles vont chercher des leviers de croissance à court terme. Et c'est normal. Hein. Donc, elles vont faire beaucoup de publicité payante. Elles vont recruter beaucoup de commerciaux pour avoir de la croissance rapide. Ouais, c'est comme un boost de stéroïdes, quoi. Enfin, c'est vraiment le but, c'est de croître le plus vite possible, et ça a du sens hein, dans ce cas-là. Alors quand vous n'avez pas levé de fonds, vous ne pouvez pas faire ça, quoi. Et donc vous allez plutôt chercher des effets cumulés, ce qu'on appelle les effets cumulés, donc des effets de levier à long terme qui sont moins chers, qui à long terme sont plus rentables, mais qui ne vont pas forcément donner de résultats immédiats, quoi. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, nous, on a beaucoup communiqué sur LinkedIn. Donc nous, on est B2B, hein, on est un service qui s'adresse aux entreprises. Et c'est vrai que LinkedIn, c'est un outil de communication extraordinaire pour ça, gratuit. Qui y a des effets de réseau sur LinkedIn. Donc nous, notre persona, nos acheteurs potentiels au début, c'était vraiment nos pairs, en fait, les startups. On s'adressait vraiment à cette buyer persona. Et en fait, sur les réseaux sociaux, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous commencez à vous adresser à une audience et que du coup, cette audience commence à liker vos posts, etc., du coup, votre contenu il est poussé à une audience similaire, quoi. C'est un truc qui fait... Donc, il y a des effets de réseau qui fait qu'à un moment, assez rapidement, vous devenez... top of mind, quoi, pardon pour l'anglicisme, quoi, mais en haut de la tête, quoi, de tout cet écosystème, quoi. Donc nous, ça nous a beaucoup aidé, par exemple, la communication sur LinkedIn. Il y a aussi le référencement gratuit sur Google, qui prend du temps, mais qui après, une fois que vous êtes positionné numéro 1, c'est presque une rente. Hein. Enfin, il faut le maintenir, mais c'est une rente. On a fait aussi beaucoup de partenariats. Pareil, partenariat, c'est gratuit en fait. Hein. Partenariat de distribution, on a fait des partenariats justement avec des espaces de coworking, WeWork, avec Station F à Paris, avec des cabinets comptables, des choses comme ça. Et du coup, vous leur dites, voilà, nous, on a une offre, on propose 1 mois, 2 mois, 3 mois de location offert à votre clientèle.
Du coup, ils communiquent auprès de leur clientèle et du coup, vous, ça vous fait de la visibilité. Voilà, il y a une autre chose qu'on fait qui est pas mal tendance en ce moment. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que pas mal de gens connaissent ici Slack, l'outil de messagerie professionnelle ou Notion, aussi l'outil en entreprise de base de connaissances. Leur stratégie de croissance, ça a été freemium, enfin produit gratuit. Donc tu peux créer gratuitement un compte, tester la plateforme, et puis en fait, pour avoir accès aux fonctionnalités payantes, tu dois payer. Et avec une distribution du coup du produit un peu partout, mais du coup vous n'avez pas de commerciaux. Enfin la distribution elle n'est pas commerciale en fait. La distribution elle est ce qu'on appelle free product, c'est les nouveaux canaux de distribution. Donc nous on a fait ça aussi. On donne librement accès aux gens à notre plateforme de gestion d'équipement et ils peuvent gérer leur propre équipement sur notre plateforme. Et en fait après s'ils ont besoin d'une location ils vont passer chez nous. Donc voilà, c'est des moyens un petit peu différents de faire de l'acquisition, de faire de la croissance, mais qui sont extrêmement vertueux quand ils fonctionnent, quoi. Ok, super intéressant, merci. Et ce serait quoi la vision pour Fleet pour les années à venir du coup? Donc nous, notre vision, c'est vraiment de devenir le leader européen, enfin notre ambition en tout cas, de l'équipement des entreprises, de l'équipement de travail des entreprises, donc matériel IT, mobilier, en location. Donc là, on a ouvert en Espagne l'année dernière, on ouvre en Allemagne là maintenant, là en ce moment, et on ouvre en Angleterre à la fin de l'année. L'ambition, c'est vraiment de pouvoir montrer que je pense qu'on lèvera jamais de fonds, quoi. Vraiment, on fera jamais rentrer d'investisseurs. En tout cas, pas de business, d'investisseurs VC, quoi, de venture capitalistes au capital. Et donc notre vision, c'est de montrer qu'on peut vraiment créer une entreprise aussi grande qu'une licorne sans avoir levé de fonds en peu de temps. C'est de montrer que ça peut fonctionner, quoi. Et voilà. Et donc d'être leader européen. Trop bien, merci. On a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'on a des gens qui ont des questions, peut-être, à Sévan? Est-ce qu'on peut leur donner un micro? Sinon, je donne le mien, il n'y a pas de problème. Allez-y, on va peut-être pouvoir vous entendre, je pense, non? Il y a un micro? Parfait. Merci. Merci. Bonjour. Sur la stratégie que vous expliquiez, où vous faites du freemium ou 1 mois ou 3 mois gratuit, comment vous faites pour mettre ça en place, sachant que vous avez du hardware à fournir, même si vous le payez à 30 jours, et que vous n'avez pas de stock? En fait, il y a un problème dans l'équation. Enfin, moi, je vois un petit hic dans l'équation. Ouais. Bien vu. Non, complètement. Pour les mois gratuits, en fait, ça se traduit plutôt par une réduction du loyer sur la durée. Donc, en fait, on arrive à, on n'attend pas 1 mois avant d'être payé par notre partenaire financier. Comme je disais, on externalise les contrats aux banques, donc la banque nous paye tout de suite, mais moins cher, et le client paye moins cher. Et pour le freemium, c'est notre plateforme. Donc en fait, tu peux te connecter à notre plateforme, utiliser. Donc on a une plateforme de gestion. Tu peux affecter tes ordinateurs aux utilisateurs, organiser ta flotte, gérer tes ordinateurs à distance, etc. Donc en fait, tu as des fonctionnalités que tu peux utiliser sur notre plateforme pour ton propre parc. Il y a beaucoup d'entreprises qui rentrent chez nous, elles ont déjà 10 ordinateurs, 20 ordinateurs. Et en fait, on se rend compte, c'est dingue, mais que la plupart des entreprises ne savent même pas qui a quoi dans l'entreprise. Même des boîtes structurées, même des belles... Moi, ma copine, elle est dans une très belle entreprise de 250 personnes qui existe depuis 40 ans. Et le service IT ne sait même pas qui a quoi dans l'entreprise. On est parti en vacances à Tenerife, elle s'est fait voler son ordinateur.
pour faire la déclaration auprès de la police. Elle devait connaître le numéro de série, le modèle, etc. Elle a appelé son service IT qui a dit ah, bon, on t'a donné un truc, on ne sait même pas ce que tu avais. Enfin bref. Donc c'est assez dingue de voir ça. Et donc du coup, notre plateforme, elle permet déjà, rien que ça, de professionnaliser ta flotte. Voilà. Et après, en fait, on mise sur le fait qu'une fois que tu utilises notre plateforme, tu veux utiliser les fonctionnalités supplémentaires, et puis tu te dis aussi, pour mes prochains ordinateurs, autant passer par Fleet, c'est plus simple, tout sera automatiquement mis sur la plateforme, etc. Trop bien. Je crois qu'il y a une autre question. Ouais. Monsieur Moi, j'avais une question par rapport à votre première embauche, parce que c'est un bootstrap, c'est compliqué, potentiellement ça peut couler la boîte. Enfin, si ça se passe pas bien, c'est-à-dire qu'il y a du cash qui doit sortir tous les mois, et si c'est un CDI, on peut rien faire, quoi, faut le faire. Donc vous aviez combien de cash flow à ce moment-là, quand vous avez décidé d'embaucher, en plus 2 CDI, si j'ai bien compris, en même temps? Ouais. Alors c'est vrai qu'on était assez avancé à ce moment. En fait, on a la chance d'avoir un produit qui a tout de suite fait quand même un peu de chiffre d'affaires. Louer des ordis, ça génère du chiffre d'affaires très rapidement. Donc je pense que quand on a embauché nos 2 premiers employés, on faisait déjà plus de 50 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc c'était quand même assez significatif. Après, en trésor, on devait avoir une centaine de milliers d'euros. Après, alors, bon, il y a des aides aussi en France. Hein. Nous, on a eu des prêts d'honneur de Wilco, c'est un service de la région de l'Île-de-France et de Réseau Entreprendre. Donc, on a réussi à faire, je pense, quelque chose comme 80 000 € de prêts d'honneur. Donc, c'est des prêts à 0%, remboursables sur l'honneur, quoi. Mais bon, en fait, tu rembourses. Hein. C'est parce que c'est un peu honte sur toi quand tu rembourses pas ce genre de prêt, quoi. Voilà, donc on avait quand même 100 000 € de trésor minimum, je crois. Ouais. Je crois que le monsieur là-bas avait une question. Est-ce que je vous laisse passer le micro peut-être? Moi, j'avais une question par rapport au secteur concurrentiel. Enfin, souvent aussi, le fait de lever des fonds, ça permet de, entre guillemets, bloquer la barrière aux nouveaux arrivants et accélérer pour justement acquérir les nouveaux clients. Comment vous avez fait, vous, pour gérer justement tous vos concurrents et accélérer en même temps? Ouais, c'est une super question. Et on s'est beaucoup posé la question de comment on ferait si on avait un concurrent dangereux qui arrivait sur le marché. Et ça peut être c'est sûr que c'est une réflexion à avoir si la concurrence arrive. Nous, je pense que très honnêtement, là maintenant c'est plus difficile, mais pendant longtemps, sur notre marché, les barrières à l'entrée n'étaient pas énormes. Et c'était l'une des faiblesses de notre business, que nous disaient beaucoup les gens, c'est c'est super, modèle économique de dingue, super produit, une clientèle attractive qui est attirée, etc. Après, il n'y a pas une barrière à l'entrée énorme, et d'ailleurs, on a eu pas mal de concurrents qui nous ont copiés, quoi, ou en tout cas qui sont venus sur notre marché pour faire la même chose. Après, je pense que vous faites la différence. Alors, si on avait eu un gros concurrent qui a levé des dizaines de millions d'euros, je pense qu'on n'aurait pas eu le choix, parce que là, on n'a pas eu de concurrent qui a levé des sommes astronomiques. On a eu des concurrents qui ont levé un petit peu d'argent, mais pas beaucoup. On avait déjà pas mal d'avance dans l'intégration avec nos partenaires, dans la plateforme, etc. Donc, on n'a pas été vraiment mis en danger. Mais je pense que dans ces cas-là, si vous levez pas de fonds, c'est maintenir vraiment l'excellence opérationnelle, l'avance opérationnelle que vous avez, l'expérience, l'excellence. Je dirais que c'est comme quelqu'un qui a gagné un titre sportif. Pour se maintenir, c'est très dur de se maintenir. Il faut continuer à avoir cette excellence. Donc, sans lever de fonds, c'est ça qu'il faut faire. Mais il y a des situations qui peut-être vous nécessiteront que vous leviez des fonds. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, parfait. Je refile. Monsieur là-bas. Très bien. Voilà. Parfait. Eh ben, écoutez, merci à tous dans ces cas-là. Merci. Merci beaucoup.